Donc, je vais repartir plus spécifiquement donc, des conclusions du rapport sur un réchauffement global à 1,5 degré, en repartant plus spécifiquement donc, de la question des trajectoires de gaz à effet de serre. Donc, c'est un graphique que vous avez déjà vu dans la présentation de Valérie, mais sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu plus longuement, qui est la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans un premier temps, on va se focaliser sur les émissions de dioxyde de carbone. Donc, dans ce graphique-là, vous avez de gauche à droite, vous avez 2010 et à droite 2100. Donc, ce sont les trajectoires de dioxyde de carbone qui sont démontrées comme étant compatibles avec une stabilisation du climat à 1,5 degré. Juste pour rappeler que le dioxyde de carbone, il est essentiellement émis par la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, donc évidemment lié à tout un ensemble des activités du quotidien, à aussi des changements d'usage des sols et des processus industriels, mais juste pour dire que quand on parle de dioxyde de carbone, ça peut paraître un petit peu théorique, et en fait c'est lié à l'ensemble des activités humaines, très concrètement, qui ont trait à notre vie de tous les jours, et on reviendra là-dessus quand on se demandera de comment fait-on pour suivre ces trajectoires. Quand on regarde cette trajectoire, deux choses peut-être fondamentales à retenir. D'une part, donc encore une fois, à gauche 2010, à droite 2100, on voit que ces trajectoires qui sont compatibles avec un réchauffement global à 1,5 degré induisent d'une part une réduction très rapide et très profonde des émissions de dioxyde de carbone. Et quelque chose que je voudrais mentionner maintenant et sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation, c'est la nécessité de mettre en place des solutions pour avoir des émissions négatives. Qu'est-ce qu'on veut dire par émissions négatives? Ce sont des processus qui permettent pas seulement de réduire les émissions qu'on envoie dans l'atmosphère, mais de faire en sorte d'extraire du carbone qui est présent dans l'atmosphère pour en diminuer la composition, puisque, comme ça a été dit très clairement dans la présentation précédente, c'est ça fondamentalement qui crée l'effet de serre. Et ces solutions d'émissions négatives, il y en a beaucoup de sortes qui peuvent être envisagées, mais deux principales qui sont considérées dans le rapport. Les solutions d'afforestation et de reforestation, donc très concrètement, les sols et notamment les arbres et les plantes, quand elles poussent, elles captent du carbone, donc elles enlèvent du carbone de l'atmosphère. Et cet acronyme barbare, BECCS, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, qui veut dire Bioenergy with Carbon Capture and Storage, c'est une solution qui est envisagée pour mettre en place cette stratégie. En deux mots, ça consiste à faire pousser des plantes. Donc quand on fait pousser des plantes, dans leur processus de croissance, elles captent du carbone, à les faire brûler dans des centrales électriques pour produire de l'électricité, et au lieu de réémettre le carbone qu'elle contenait dans le processus de combustion, de mettre en place la partie CCS, Carbon Capture and Storage, donc qui est de séquestrer ces émissions de carbone, et au lieu de les laisser aller dans l'atmosphère, de les séquestrer dans des zones géologiques. Donc au total, c'est une solution qui, si elle fonctionne, permet d'avoir effectivement des émissions négatives et de les associer même à de la production d'électricité. Je reviendrai là-dessus plus tard parce que c'est un point important. Je ne vais pas revenir sur cette conclusion générale parce qu'elle a déjà été dite par Valérie, mais juste les ordres de grandeur à avoir en tête, c'est qu'on parle d'une réduction très rapide, donc moins 45% en moyenne à l'horizon 2030 par rapport à 2010, et surtout peut-être le point à retenir, c'est que l'objectif de toute politique climatique, ça doit être d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'à terme, on atteigne un niveau où on n'émet pas plus de carbone que ce qui peut être séquestré. Et ça, c'est fondamental, finalement, quel que soit le niveau de changement climatique qu'on va atteindre, puisque la stabilisation du climat veut dire arrêter d'envoyer des gaz à effet de serre, notamment ces gaz à effet de serre à longue durée de vie, comme le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Donc, si on veut atteindre 1,5 degré, donc l'objectif le plus ambitieux considéré dans le rapport dont je parle, cette neutralité doit avoir lieu à 2050, mais même si on se contente de seulement 2 degrés, la neutralité est quand même un horizon indépassable. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental à avoir en tête, que dans tous les cas, quand on parle de stabilisation du climat, on parle de mettre en place des transformations radicales qui amènent à terme à cet objectif de neutralité carbone et même d'émissions négatives. Je vais passer très rapidement sur le fait que j'ai parlé beaucoup de dioxyde de carbone parce que c'est un gaz fondamental qui est la cause principale du réchauffement climatique, mais il y a évidemment d'autres gaz à effet de serre, ça a été aussi mentionné par Valérie, notamment le méthane et l'oxyde nitreux, qui doivent aussi décroître. Je les mentionne parce qu'ils sont liés à des usages un peu différents. Ils sont liés aux usages agricoles, notamment, à la question des déchets, à l'utilisation de fertilisants, donc les pratiques agricoles, comment fait-on
pour produire la nourriture, notamment pour les populations. Et donc, c'est très important d'avoir en tête que ce sont des conditions nécessaires. Si on veut contrôler le climat, on parle de réduire l'ensemble de ces gaz à effet de serre et donc de jouer sur l'ensemble des activités qui les causent. D'où la question, qui est la vraie question probablement, quand on veut essayer de se poser la question concrètement, que faire ? Comment réduire ces gaz à effet de serre de la façon et dans l'ampleur dont on a besoin pour stabiliser le climat. Ce dont on a besoin, et ça c'est une des conclusions peut-être les plus notables et les plus pratiques du rapport sur le réchauffement global à 1,5 degré, c'est qu'il faut des changements à une échelle sans précédent de l'ensemble des systèmes. Quand on parle d'une action climatique ambitieuse, on ne parle pas de choisir si on veut agir sur tel ou tel pan du fonctionnement économique, on parle finalement de changements de grande ampleur. Donc pour donner quelques éléments plus concrets, production d'électricité. Il n'y a pas de scénario climatique ambitieux dans lesquels la production d'électricité n'est pas décarbonée de façon drastique. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits dans le monde, la production d'électricité est encore liée très fortement au charbon et au gaz, par exemple, et il n'y a pas de scénario dans lequel le climat est contrôlé si cette production d'électricité n'est pas décarbonée. Alors il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place. Les énergies renouvelables sont évidemment fondamentales et l'analyse des scénarios montre qu'il n'y a pas de scénario qui contrôle le climat s'il n'y a pas une augmentation très importante de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées. J'ai déjà mentionné la partie séquestration et capture du carbone, CCS. C'est une technologie qui peut être envisagée au moins à la marge pour continuer à utiliser au moins dans une période temporaire éventuellement les énergies fossiles sans émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a évidemment des solutions comme le nucléaire qui peuvent être envisagées. En tout cas, il est nécessaire de construire un système électrique qui permet d'avoir l'électricité sans avoir les émissions de gaz à effet de serre associées. Et pourquoi c'est fondamental ? C'est fondamental évidemment parce que l'électricité est une source importante de gaz à effet de serre en tant que telle, mais peut-être de façon encore plus importante parce qu'on a besoin d'énergie qui soit bas carbone pour décarboner l'ensemble des autres secteurs, sur lesquels je vais m'attarder un tout petit peu plus en suivant, et que l'électricité est une solution très pertinente et très fondamentale dans beaucoup de secteurs pour opérer cette décarbonation. Sauf qu'évidemment, si l'électricité continue à être produite avec des énergies fossiles, c'est une solution qui n'est pas pertinente. Est-ce qu'un véhicule électrique est une bonne solution pour la question climat ? Évidemment que ça ne peut être le cas que si l'électricité est produite de façon décarbonée. Donc, c'est vraiment une base nécessaire, une condition nécessaire de toute politique climatique ambitieuse. Mais quand on parle de l'ensemble des secteurs, on parle vraiment de l'ensemble des secteurs. Donc, ce n'est pas uniquement le secteur de l'énergie au sens étroit du terme, mais c'est vraiment l'ensemble des activités. Les activités industrielles, ça a été dit par Valérie, ce dont on parle, c'est évidemment de changer pas seulement la partie technologique, mais c'est aussi de changer la façon dont on consomme. Que consomme-t-on ? Et ce qu'on voit fondamentalement, c'est que l'ampleur des réductions d'émissions qui va être nécessaire dans le secteur industriel ne peut être atteinte que si on dépasse la simple mise en œuvre de mesures d'efficacité à la marge des systèmes actuels. On a besoin à la fois de repenser de façon structurelle les technologies qui sont utilisées, les process qui sont utilisés et les consommations qui sont associées. Dans le secteur du bâtiment, pareil, on a des enjeux très différents suivant les états de développement. Pour un pays comme la France, je ne vais pas m'attarder trop parce que ce sera, je suis sûr, quelque chose qui viendra dans la présentation de Céline, on a un enjeu fondamental qui est qu'on a un stock de bâtiments qui existe déjà, qui est pour beaucoup un bâtiment relativement ancien, relativement inefficace, et un des enjeux fondamentaux, c'est un enjeu de rénovation de ce parc de bâtiments pour le rendre plus efficace. D'autre part, on a un besoin aussi de changer la façon dont on rend les services nécessaires aux populations dans les bâtiments, avec un changement notamment des énergies utilisées. Le transport, un secteur extrêmement difficile, extrêmement pertinent, je pense qu'on l'a vu dans beaucoup de pays. Finalement, c'est un sujet qui cristallise les difficultés de la mise en œuvre des politiques climatiques. Et finalement, pourquoi ? Parce que c'est un secteur éminemment complexe, avec un ensemble de déterminants qui dépassent la pure vision de tarification pour changer les comportements de transport. On a besoin, au contraire, de prendre en compte l'ensemble des raisons qui poussent les gens à se déplacer, l'ensemble des contraintes qui y sont associées, qui dépassent vraiment uniquement un arbitrage purement prix à court terme.
Et donc on a besoin d'avoir une compréhension de l'ensemble des déterminants sur lesquels on peut jouer pour transformer le secteur du transport. Donc évidemment des signaux prix, mais surtout des mesures d'accompagnement, de développement d'infrastructures et un ensemble de mesures pour contrôler la demande de transport et la demande finale associée. Et enfin, l'usage des sols, là pour le coup, je ne vais vraiment pas m'apesantir parce que Valérie l'a dit beaucoup plus en détail que ce que je voulais faire ici. Mais juste pour vous dire, dans les scénarios, on parle de transition massive entre différents usages qui, évidemment, doivent être pris en compte dans le cadre de la transition. Et donc, quand on voit l'ensemble de ces transitions, on se dit, finalement, comment faire et quels sont les enjeux associés. Et je pense qu'il y a un point fondamental qu'il faut avoir en tête qui était le sujet principal du chapitre sur lequel j'ai travaillé dans le cadre du rapport 1.5, qui est dans quelle mesure peut-on mettre en place ces stratégies d'atténuation, donc de ces transformations à grande échelle, d'une façon qui soit positive pour les enjeux de développement durable, donc pour les enjeux économiques et sociaux. On l'a dit, fondamentalement, la raison pour laquelle on s'attaque à la question climatique, c'est avant tout parce que si on ne le fait pas, si on laisse le climat dériver, c'est un facteur d'inégalité, c'est un facteur d'injustice. Il y a des centaines de millions de personnes qui seront exposées à des dommages et qui vivront moins bien. Mais la question fondamentale, c'est est-on capable de construire des transformations qui permettront de limiter le changement climatique sans pour autant créer des difficultés supplémentaires sur d'autres dimensions. Et du coup, ça c'est la question fondamentale des liens entre atténuation, donc réduction des gaz à effet de serre, et développement durable, donc au sens large, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le premier point à noter, c'est qu'il y a un certain nombre de dimensions suivant lesquelles il y a des synergies entre les deux objectifs, suivant lesquelles les mesures qu'on doit prendre pour contrôler le climat, pour limiter le changement climatique, vont de pair avec tout un ensemble d'autres objectifs. Et pour prendre un exemple qui a été mentionné encore une fois en passant, quand je vous ai dit que je ne ferais que répéter des choses qui ont été déjà dites, je tiens parole, le lien avec la santé et la pollution locale. Dans beaucoup de mégapoles, c'est le cas à Paris, mais dans beaucoup de mégapoles, notamment en Asie, on a un problème extrêmement important de santé qui est liée à la pollution. À quoi est liée cette pollution? Elle est liée essentiellement à l'usage du charbon pour produire de l'électricité et au transport. Si on parle de transformer radicalement la façon dont on produit l'électricité et la façon dont on gère le transport et les technologies qui y sont associées, eh bien, on fait quelque chose qui est à la fois évidemment bénéfique et nécessaire pour traiter la question climatique, mais qui a aussi un bénéfice associé sur le contrôle de la santé. Donc il y a des enjeux, des synergies entre les deux. Donc ce n'est pas naturellement contradictoire. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'il y a potentiellement des risques associés à certaines politiques qui pourraient être mises en place et qui pourraient entrer en conflit ou au moins créer des risques de tension avec d'autres objectifs. Je vais revenir là-dessus, mais par exemple, la question de comment est-ce qu'on fait pour transformer l'énergie, si ça revient à rendre l'énergie plus chère et moins accessible, évidemment que ça poserait un problème pour les questions de développement. Et il faut reconnaître, pour traiter ces questions des synergies et des risques de tension, qu'il y a certaines régions, certaines populations qui sont particulièrement exposées à ces risques. Et quand on construit des transformations, quand on construit des transitions, c'est fondamental de prendre en compte l'ensemble de ces contraintes pour pouvoir construire les solutions qui sont adaptées. Et ça, c'est vraiment un message extrêmement important à avoir en tête quand on va se poser la question concrètement de que fait-on concrètement pour traiter cette question. C'est d'avoir conscience que la capacité d'aligner contrôle du climat, réduction des gaz à effet de serre et enjeux sociaux et économiques et environnementaux au sens large du terme dépend beaucoup des stratégies concrètes qu'on va mettre en place. Il n'y a pas de fatalité à se dire résoudre le climat, ça voudrait dire faire des sacrifices sur d'autres dimensions qui sont pourtant fondamentales. Mais beaucoup de choses vont dépendre, et encore une fois, ça a été dit très clairement sur la question chaque choix compte, beaucoup de choses vont dépendre de la façon dont on décide de le faire. Je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus, mais sur cette question du choix, ici vous avez 4 images qui correspondent à 4 façons, 4 types de scénarios qui, tous les 4, aboutissent au même résultat en termes climatiques. Ce sont 4 scénarios qui, en termes climat, sont relativement équivalents. En gris, donc à chaque fois, vous avez de 2010 à 2100. En gris, vous avez les émissions associées à la consommation de l'énergie. En marron, vous avez les émissions associées aux usages agricoles et usages des sols.
Et en jaune, vous avez cette fameuse technologie sur laquelle j'avais promis de revenir, BECCS, donc qui est cette technologie qui, finalement, utilise des sols pour y faire pousser des plantes et produire de l'électricité avec. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut imaginer différentes combinaisons d'efforts entre ces différents scénarios. Je vais juste me focaliser sur les deux extrêmes, P1 et P4, pour vous dire que ces deux scénarios, donc les deux extrêmes, sont associés à des défis différents. Le scénario de gauche est un scénario dans lequel on imagine une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre associées à l'énergie notamment, à relativement court terme. Ce qui, évidemment, pose des questions de comment fait-on pour gérer cette transformation accélérée, notamment des systèmes de production et de consommation d'énergie, avec tout un ensemble de défis liés au fait que l'énergie est associée à l'accès à tout un ensemble de services fondamentaux. Donc il y a des défis très importants qui sont associés à ça. À l'inverse, si on regarde le scénario P4 à droite, qui est probablement celui qui ressemble le plus à ce qui se passe aujourd'hui. Un scénario dans lequel, finalement, on laisse les émissions de gaz à effet de serre continuer à croître, même si c'est peut-être à un rythme un peu moins rapide que dans le passé, mais les émissions continuent à croître à relativement court terme. Ce qu'on voit, c'est que dans un tel scénario, on peut éventuellement aller vers un objectif climatique ambitieux, mais ça implique deux choses. Premièrement, qu'après cette phase de laisser faire, on ait un retournement extrêmement brusque de la tendance pour induire des réductions très drastiques. Deuxièmement, et peut-être de façon encore plus importante, vous voyez cette grosse zone en jaune entourée avec un gros cercle rouge, pour dire c'est très grave, l'ampleur de mobilisation de cette technologie BECCS que j'ai mentionnée, qui implique notamment de mobiliser un ensemble de terres extrêmement important pour faire pousser des plantes, pour les faire brûler dans des centrales thermiques et faire des émissions négatives associées. Ce qui, évidemment, crée potentiellement, si ces technologies sont développées à grande échelle, un risque très important de tension avec d'autres usages du sol, comme par exemple la production alimentaire. Et donc il faut être très très clair. Quand on parle, si des gens parlent à la fois de dire on ne peut pas réduire les émissions de gaz à effet de serre trop rapidement, à très court terme, et en même temps on continue à prendre au sérieux le sujet climatique, ça veut dire que, dans leur tête, explicitement ou implicitement, il y a l'idée qu'on va trouver ce type de solution, on va être capable d'induire ces retournements brusques à moyen terme, parce que quand on parle de 2030, c'est quand même finalement demain matin, et on va être capable de mobiliser ces technologies relativement ambitieuses à grande échelle et de trouver des solutions pour qu'elles n'entrent pas en conflit avec des choses aussi fondamentales que la production alimentaire. Et j'en arrive du coup à mon dernier slide. Je vais presque avoir rempli ma mission de rester dans les 20 minutes, ce qui est très surprenant, qui est la question en fait fondamentale des politiques publiques sur le climat, qui n'est pas comment faire en sorte de réduire, de contrôler le climat. C'est comment faire en sorte de contrôler le climat tout en satisfaisant l'ensemble des enjeux, des objectifs de développement au sens large du terme, des priorités socio-économiques et environnementales. Et donc, 4 points à retenir. Premièrement, agir vite. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être paradoxal, mais il est urgent d'agir pour se donner le temps. Si on n'agit pas tout de suite, si on décale un peu l'action, on va se retrouver dans une situation où on n'aura pas le choix. On va finalement se retrouver à devoir tout miser sur des solutions qui sont aujourd'hui inexistantes et dont on ne sait pas à quelle ampleur on va pouvoir les développer. Et donc d'avoir conscience que les choix qu'on va faire à très court terme vont avoir un impact sur les types de trajectoires qu'on va faire à long terme. Deuxièmement, la nécessité d'agir au sein de stratégies systémiques et articulées. Encore une fois, on parle de tout transformer ensemble. On ne parle pas de faire une petite transformation de tel secteur dans un coin et de tel autre dans un autre. On a besoin d'une vision systémique et articulée. Et donc, si on combine ces 2 points, on a besoin de stratégies de développement de long terme. On a besoin d'une vision d'ensemble des transformations de la société et de se donner une perspective de long terme. Un besoin d'agir de façon coordonnée entre acteurs. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel d'autres intervenants reviendront. Mais certes, l'État a un rôle important à jouer. Il y a un certain nombre de leviers qui sont dans sa main. Mais on a un besoin fondamental que l'ensemble des acteurs de la société puissent être actifs et puissent être associés à cette transformation, les collectivités locales, les acteurs du secteur privé, les citoyens, parce que l'ampleur des transformations dont on parle requiert l'implication de tous, parce que chacun a des leviers différents de la transformation, on a besoin de travailler de concert. Et enfin, dernier point, ça a été déjà dit, donc je ne m'appesantis pas, mais c'est évident, un besoin de coopération à l'échelle internationale sur les questions de finances, de technologie, de montée en capacité, pour faire en sorte que le type de transformation dont on parle, dont on a besoin partout,
puisse avoir lieu tout en respectant le fait que les pays, les situations sont différentes et qu'on part de différents niveaux de développement. Merci beaucoup et donc je vais passer la parole à Céline.